Salut à tous, bienvenue dans Biz Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre grands groupes et start-up pour comprendre les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Florence de Sagi et Laurent de AG2R La Mondiale. Sagi, qu'est-ce que c'est ? Bonjour, Sagi, c'est un éditeur de logiciels qui a été créé en 2016 qui concrètement vise à fournir une solution clé en main pour les entreprises afin de leur permettre de mettre en production tous leurs cas d'usage en quelques semaines. Merci. Bonjour Laurent, alors AG2R La Mondiale en deux mots ? Alors bonjour Catherine, donc AG2R Mondial, nous sommes un assureur de personnes, nous proposons des services d'assurance en santé, en prévoyance, en épargne et en retraite supplémentaire. Moi j'aimerais bien commencer par revenir sur la genèse de votre collaboration, au tout début. Je crois que Laurent c'est toi qui y étais, puisque tu étais même à l'origine de ça. Je me dis, comment tout a commencé ? Pourquoi vous avez fait appel à une start-up et quel était le besoin, le problème ? En fait on a commencé sans Sagi. On avait un cas d'usage de traitement de la donnée pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qu'on avait développé en lab fin 2018 et qu'on n'a jamais réussi à porter en production. Donc attends, le problème c'était qu'il y avait un problème de blanchiment d'argent, c'est ça ? Alors c'est dans les obligations réglementaires des assureurs d'investiguer leur portefeuille pour essayer d'identifier des tentatives de fraude. Certaines sont typées anti-blanchiment ou financement du terrorisme. Donc on va essayer d'identifier dans nos portefeuilles des tentatives de ce type-là. Et donc on utilise la donnée, l'intelligence artificielle pour identifier, en tout cas on commençait à cette époque-là à utiliser l'IA pour détecter ces fraudes potentielles. Et donc un cas d'usage de ce type-là qui fonctionnait très bien en lab, on n'arrivait pas à le déployer. Voilà, on n'arrivait pas à le déployer. Et c'est là que vous vous êtes dit on va faire appel à donc là, on a regardé, on travaillait en interne, on a plutôt fait un beauty contest qu'un appel d'offres formel. On a rencontré quelques acteurs et puis notre choix s'est porté sur Sagi. D'accord. C'était à la fin de l'année 2019, sur le dernier quadrimestre de l'année. Et puis le projet en tant que tel a démarré un peu plus tard, parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ça fait partie du sujet qu'on a un petit peu ralenti. Et vous aviez l'habitude, au moment du début de cette collaboration, de travailler avec des startups déjà, ou c'était un peu une première ? Non, quand même pas. Oui, on a l'habitude de travailler avec des startups, c'est d'ailleurs ma raison d'être dans AG2R La Mondiale. Oui. Toi, tu es en charge du CVC, c'est ça ? De toute la partie investissement et de l'open, enfin plus largement de l'innovation et de la transformation digitale, et donc une activité d'open innovation qui se met au service des métiers. D'accord. Pour les aider à innover. Donc on va les accompagner sur des problèmes concrets. Ça c'est un point important quand on veut collaborer avec des startups, il faut avoir un problème à résoudre, un vrai besoin. Donc on essaie de caractériser ce besoin et ensuite d'accompagner, de trouver les solutions qui répondent aux besoins. Ce qu'on a fait, ce qu'on fait habituellement et ce qu'on a fait dans ce cas particulier. Le fonds, il est de quel Alors c'est un fonds dédié à la transformation digitale du groupe qui est aujourd'hui doté de 10 millions d'euros. D'accord. D'accord. Bon, mais ça, c'est intéressant. Donc, vous aviez l'habitude de travailler avec des startups, que ce soit d'un point de vue plutôt commercial, relation, ou bien en investisseur, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Et du coup, côté startup, quand ça a commencé, toi, je sais, Florence, tu n'étais pas là, mais quand la relation a commencé, il y avait déjà des clients côté grand groupe Oui, tout à fait. En fait, chez Sagi, comme on met en production des projets data au sein des entreprises, c'est des actions qui demandent énormément de fonds, de ressources financières, humaines, du temps. Donc effectivement, on s'adresse en premier lieu à des grands groupes qui ont déjà cette volonté de se transformer numérique, de manière numérique. Donc voilà, lancer des projets de transformation digitale par la data. Et nous, on répondait à ces besoins. Et donc c'est pour ça qu'on a commencé à s'adresser d'abord à des grands groupes. Et aujourd'hui, on voit bien que ça commence à changer, puisque avec le Covid et cette accélération de la transformation digitale, on s'adresse de plus en plus à des typologies de clients différentes. Donc vous aviez déjà l'habitude de travailler avec des grands groupes, donc c'était pas finalement le choc des cultures, quoi. En arrivant avec AG2R La Mondiale,
c'était un client comme un autre. Oui, alors après, effectivement, ça reste un choc des cultures dans le sens où nous, au quotidien, on a l'habitude de travailler vite dans l'organisation de l'entreprise. On a un besoin, on va contacter le manager, ça avance assez vite. Les décisions se prennent très rapidement. Vous êtes petit, vous êtes combien? On est entre 80 et 90. Ah, c'est pas mal déjà. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est une croissance assez intéressante. Toutefois, c'est un grain de sable par rapport à G2R, la mondiale. Et donc, on s'attend effectivement à des sas de validation, des process commerciaux, mais des process décisionnaires. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une différence notable entre un grand compte et... Mais vous le savez, c'était pas très, enfin, je veux dire, c'est pas très surprenant puisque... On le sait. Alors après, on va pouvoir peut-être en parler plus tard, mais sur les projets avec AG2R, la mondiale, on sait que ça a pris du temps parce que c'est des projets d'envergure et donc voilà, il y a un certain nombre de mois qui se sont passés avant de lancer certains projets et côté Sagi, on sait que nous on était prêts à travailler et donc il y avait effectivement peut-être une légère frustration de nos équipes data qui d'ailleurs travaillent sur des sujets très intéressants et assez novateurs et donc voilà, ça c'est je pense une différence qui peut être notable. D'accord. Non, c'est pas que vous êtes particulièrement lent. C'est pas ça que disait Florence. Hein. C'est plutôt que le projet était de grande envergure, c'est ça? Oui. Je voulais juste poser une question avant de parler des gens parce que c'est intéressant. Le tempo, c'est un sujet qui revient souvent, la différence de tempo. Mais ce que je voulais parler d'argent un peu parce que quand on fait ce genre de collaboration, au début, tu disais, on identifie un besoin, nous on répond à des besoins. Bon, ben en général, il y a un contrat entre les deux. Est-ce que ce genre de collaboration, en tout cas si je repense à la première fois que vous avez travaillé ensemble, il y avait une facturation normale ou c'était plus comme souvent, tu sais, les startups s'achètent finalement des références et acceptent de faire des tarifs inférieurs. Vous avez gagné de l'argent avec ce deal ou bien Alors, parlons d'argent. Je prends la main. Parlons d'argent. Parlons d'argent, Catherine. Notre démarche d'innovation, c'est une démarche où on va partir du besoin, chercher une solution, l'expérimenter et la poser en production. C'est une démarche qu'on essaie de reproduire systématiquement et qu'on accompagne. Quand on va chercher une solution, on va définir avec l'acteur qu'on va retenir, peut-être une start-up, peut-être un acteur existant de notre portefeuille applicatif. Parfois, on a des équipes aussi, on a nos développeurs qui peuvent nous produire de l'innovation. Quand on décide de partir avec une start-up, évidemment, on fait un contrat avec elle et on les paye, bien sûr, évidemment. Mais attends, mais je suis ravie que tu dises ça. Je suis absolument contre le fait de ne pas payer une start-up. C'est un abus de pouvoir, de position dominante, absolument, c'est le bon mot. C'est un abus de position dominante et on s'attache à définir un contrat, on s'attache à définir un contrat et un projet en qualité coût-délai, qui est un projet d'expérimentation, qui a une date de fin dans le temps, donc c'est un projet 3-6 mois. Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'on veut observer à la fin? Quels sont les résultats attendus? On démarre tout ça, on va au bout, on constate, peut-être qu'à l'intérieur du projet, il se passe des choses, on va ajuster quelques paramètres de l'observation, mais en tout cas, on est dans une démarche d'expérimentation dans un premier temps, qu'on paye. Mais je trouve que ça, c'est probablement un des ingrédients de la relation réussie. En tout cas, d'une relation saine. Bien sûr, et qui dure. Et qui dure. D'accord. Et si je peux me permettre d'ajouter, du coup, on posait la question de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, oui, mais c'est surtout pour le réinvestir après. C'est pas de l'argent qui va traîner comme ça et qui va être rendu aux investisseurs, aux créanciers. C'est vraiment de l'argent qu'on réinvestit, qu'on réinjecte en innovation, et c'est ce qu'on fait exactement aujourd'hui avec AG2R, la mondiale. Et si je peux ajouter encore une chose, allez-y. Payer, ça nous permet aussi de sortir de la relation proprement, parce qu'on est dans un engagement clair de part et d'autre. On ne s'est pas dit on va faire un test gratuit, puis après on va vous déployer si ça se passe bien, peut-être, etc. On crée un contrat qui est, dans ce temps d'expérimentation, on vous paye, on va mesurer les résultats et on décidera, en fonction des résultats, d'industrialiser, d'aller plus loin ou pas. C'est un investissement en fait, c'est un investissement d'apprentissage, d'innovation, de R&D, d'apprentissage en effet. Les équipes apprennent aussi beaucoup, et notamment au contact des équipes Sagi, ont beaucoup appris
sur la data, sur le data ops. Très intéressant. On parlait du contrat, j'en profite du coup. C'est souvent une phase un peu douloureuse, non, longue, en tout cas du point de vue de la start-up. Une fois qu'on a topé et qu'on est d'accord pour avancer, parfois dans les fonctions support, il y a des lenteurs. Non, ça s'est bien passé chez vous sur le contrat, ça se passe bien, Alors, ils sont rodés. Florence pourra dire de son côté. Oui, il faut tout dire, Florence, n'ayez pas peur de dire la vérité. Et en tout cas, d'une autre, on s'attache. On a défini un gabarit de contrat spécifique pour les startups. On appelle ça le contrat d'expérimentation. C'est lorsque j'ai rejoint G2R La Mondiale il y a un peu plus de 3 ans maintenant, c'est la première chose que j'ai faite. J'ai été voir le directeur des achats, je lui ai dit Pascal, il s'appelle Pascal. Pascal, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu veux qu'on fasse ensemble un contrat spécial startup? Il m'a dit bien sûr, on l'a fait, il était prêt quelques semaines après et on l'utilise depuis lors pour avoir un contrat un peu moins épais que celui qu'on aurait l'habitude de faire pour un contrat pluriannuel. Et en revanche, c'est un contrat de 6 mois. D'accord. Enfin, 3 mois, 6 mois, durée du test. Et est-ce qu'il y a la même agilité pour le paiement? Parce que c'est souvent un autre pain point, la phase du paiement. Est-ce qu'il y a une sorte de règle ou c'est non, pas tant que ça? À améliorer. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est plutôt de la maladresse quand on prend du temps à payer, c'est que nos process parfois grippent un peu. Il n'y a pas de mauvaise intention, mais on sait que parfois ça peut être très douloureux pour les startups parce que l'horizon de trésorerie est très différent. Et bien sûr, et pourtant Dieu sait si en période de Covid, en plus les startups qui pilotent au cash ont besoin d'avoir de la trésorerie récurrente. Je sais bien, et donc quand elle m'appelle et qu'elle me signe un délai de paiement, je fais en sorte de l'accélérer. Et en revanche, voilà, on paye au plus vite. Et parfois, notre process nous ralentit. Ça, c'est un point peut-être d'amélioration dans cette relation. Enfin, pas la vôtre, mais en général. Sans aucun. En général, les délais de paiement, c'est connu. Et voilà, là où une start-up pilote sa trésorerie au mois, nous on la pilote à l'année. Donc voilà, la dimension est. C'est caricatural, mais c'est pas la même, évidemment pas la même horizon. Et puisqu'on est sur les points douloureux, je continue, j'enchaîne, moi ça me stimule. L'implémentation informatique, le lien avec l'IT, souvent c'est un point de blocage, de lenteur. Est-ce que c'est vrai? En fait, nous, on a la chance d'avoir justement intégré cette problématique dans notre offre. Donc, en fait, Sagi, c'est une plateforme qui va permettre à tous les métiers qui interviennent sur la gestion du cycle de vie de la donnée d'intervenir sans trop de problèmes sur ce cycle de vie. Et donc, évidemment, mais côté grand groupe, du coup. Ouais, on va s'adresser justement au DSI, au métier de l'IT, aussi bien qu'au métier de la data et au métier et au business, tout simplement, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'il y a des problématiques de sécurité, des problématiques, est-ce qu'on prend du cloud, de l'on-prem, etc. Et donc, nous, on doit effectivement intégrer ces problématiques. Alors du coup, pour en revenir à ma question, est-ce que de leur côté, ça s'est fait de façon fluide ou c'était un peu lent? Objectivement, tu saurais dire? Je pense que là, sur les derniers mois, le plus gros problème, ce n'était pas tant l'infrastructure, le système comment on s'intègre dans le système d'information, c'était surtout bien cerner les besoins en termes de politique de données. Et donc, nous, de s'aligner avec les besoins d'AG2R La Mondiale et donc de proposer des nouvelles choses. Je pense que c'est ça qui a pris peut-être le plus... Toi, ta perception, Laurent, de tout ça, tu penses que c'est un point d'amélioration, cette fluidité dans l'intégration IT? Ça fait partie des points durs parce que nos systèmes IT sont complexes. Dans le projet Sagi, en particulier, en général, dans nos projets avec les startups, on embarque les informaticiens dès le début. C'est-à-dire qu'on co-valide le sourcing. C'est une décision commune dans une expérimentation entre le digital où je ça me trouve. Évite le not invented here Exactement, tout à fait. C'est ce syndrome NIH qu'on combat ici, mais qui est normal en fait. Et il a plein de bonnes raisons en fait. Ce syndrome, on pourrait en faire un débat. Je ne vais pas rentrer ici dedans, mais pas que. Notamment sur les sujets de la donnée, on a aussi notre responsable RGPD, on a aussi notre responsable cybersécurité qui sont partie prenante de nos projets d'innovation et qui tous les mois participent avec nous au suivi des projets. Et ça, c'est un élément important
j'allais dire un ingrédient. Un ingrédient, mais on peut dire un ingrédient. Alors c'est une merveilleuse transition parce que j'aimerais qu'on puisse parler à présent des gens. Parce que dans toute relation qui dure, toute relation de confiance, indépendamment des besoins bien adressés, ce qui compte, c'est la bonne alchimie entre les personnes et que ce soit les bonnes personnes. Donc, tu disais que, et ça c'est un des ingrédients, je trouve, c'est le fait d'intégrer très en amont plusieurs départements, plusieurs métiers, pour qu'il y ait une adhésion finalement au projet. Ça, c'est ce que tu dis, ce qui est bien réussi chez vous. C'est ce qu'on s'attache à faire au mieux à chaque Qui sont les projet. Personnes intégrées du coup dans le projet, tu disais? Eh bien, donc la direction informatique en premier lieu est vraiment très systématiquement, et puis sont consultés le responsable, donc le DPO, pour Data Protection Officer, le responsable cybersécurité. Parce qu'on pousse un peu, en fait, avec ces sujets-là, on va pousser un petit peu les limites. Alors, en plus, on est dans une profession très réglementée, très auditée, et donc il est important à la fois qu'on soit avec eux pour pas dépasser les limites, mais en même temps qu'on puisse peut-être pousser un petit peu, aller un petit peu plus loin pour justement amener le groupe sur de nouveaux usages, mais globalement dans le respect des règles et en poussant les règles au maximum. Et ça, c'est eux qui sont les sachants et qui nous autorisent à aller jusque-là. C'est intéressant que quand tu parles des personnes impliquées dans la relation, tu parles plutôt des opérationnels et plutôt tech, parce qu'on a un peu un cliché il y a beaucoup de financiers en général impliqués dans la relation, en tout cas dans le choix de collaboration avec les startups, et que c'est peut-être pas sous cet angle-là qu'il faut regarder les choses. Il y a beaucoup de financiers qui étaient en amont, tu vois, de la prise de décision ou pas, ou c'est toi qui prends la décision. Comment se prend la décision déjà de collaborer, voire d'aller plus loin avec une start-up? Qui est-ce qui est en charge? En fait, on construit le momentum progressivement. C'est de la méthode. C'est bête, mais innover, c'est pas. C'est de la méthode. Il faut être organisé. Et donc, on a différentes étapes et des gates à passer. Et si les gates passent pas, on va pas plus loin. C'est des points de contrôle. Et on s'assure, on a un porteur, on a quelqu'un qui a un besoin. En fait, le point de départ essentiel d'une collaboration réussie, c'est d'avoir un problème à résoudre, c'est d'avoir un vrai besoin. Et donc, la première étape qu'on va mener, c'est bien de qualifier le besoin avec le porteur du projet. Et en plus, on va s'assurer qu'il a un budget. Pourquoi ? Parce que s'il n'a pas de budget, ça veut dire qu'il n'a pas convaincu son chef que son idée était géniale. Et dans un grand groupe, ça c'est hyper important. Donc c'est le premier point de contrôle. Après, on affine. Donc il y a un besoin et un budget. Mais il faut un besoin et un budget. Et après, on a une capacité à cofinancer. Mais on cofinance. On ne finance pas intégralement. On a des moyens pour cofinancer l'innovation, pour lui permettre d'avancer s'il manque. Mais en revanche, s'il n'y a rien du tout, ça veut dire que le porteur du projet, il n'est pas convaincu, il n'est pas suffisamment convaincu de son projet. Donc au final, qui a la décision de on y va ça se fait petit à petit. Donc ça se fait avec le porteur du projet. Dans un premier temps, on dit est-ce que finalement c'est un besoin, est-ce que tu as un vrai besoin? Et après, on va rechercher, si le besoin est avéré, on va rechercher une solution. Et cette solution va impliquer des coûts, des délais, un contrat, etc. Et on a des étapes de go-no-go qu'on prend collégialement dans un comité. Voilà, on a des comités. Il y a combien de personnes dans le comité? Une douzaine. Ça va, c'est un bon nombre à ton avis? On a le bon quorum, on a les bonnes personnes pour décider, et on décide de plein de choses et ça fait avancer. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça aussi, c'est un ingrédient du succès. C'est d'avoir autour de la table, tu vois, des regards sur le business de la start-up, sur le besoin qui n'est pas que financier. Parce que souvent, on a aussi les financiers, on a le contrôle de gestion, on challenge l'innovation dans son retour sur investissement, quel qu'il soit, en efficacité opérationnelle, en business. Ça fait partie du projet, bien sûr, évidemment. Excellent. Et Florence, du coup, côté start-up, toi, quand tu arrives et que tu es en relation avec AG2R La Mondiale pour faire avancer le projet, est-ce que tu trouves que vous parlez la même langue, que tes interlocuteurs sont des gens qui, même s'ils ont leur culture de groupe, ils connaissent la vôtre, ce sont les bons profils, les bonnes personnes? Qu'est-ce que tu dirais là-dessus, ton ressenti, pour de vrai? En général, ce qui est quand même, c'est un peu la richesse de la start-up, c'est que c'est une entité qui s'adapte aussi aux besoins du client. Donc, il va parler le même langage, il va vulgariser des termes techniques
selon justement la personne qu'on aura face à nous. Donc effectivement, parfois, il y a des profils plus ou moins techniques autour de la table. Et là, c'est un peu la difficulté auquel toute start-up est confrontée, c'est de trouver les bons éléments de langage pour aller le convaincre. Ensuite, nous, on a sur le projet qu'on a mis en place avec AG2R La Mondiale, la technicité était assez poussée. Et donc, on avait nos data architects, nos data scientists et nos data engineers qui sont aussi intervenus sur le projet pour déterminer la feuille de route et donc dire est-ce qu'on intègre une nouvelle technologie, est-ce qu'on développe de nouvelles fonctionnalités, comment on met en place cette politique de machine learning. Et donc là, c'est des termes très techniques. Donc il faut aller convaincre les bonnes personnes. Et du coup, côté AG2R La Mondiale, les interlocuteurs ont cette expertise technique-là où il faut leur transmettre. Alors là, on parle du projet de co-développement qu'on est en train de faire avec Sagi. Et donc, il s'agissait pour eux comme pour nous de répondre à un besoin qui n'était pas adressé. Nous, on a senti le besoin d'industrialiser notre capacité à faire du score à partir du machine learning. Donc, on a en fait déterminé un besoin qu'on a appelé le besoin de l'usine à score, qui en fait permet d'industrialiser tout plein de cas d'usage comme celui autour de la lutte contre le blanchiment. Et on en a beaucoup d'autres avec différents métiers. Dans le monde de l'assurance, il y a beaucoup de données à différents endroits. Et le machine learning est un outil et donc pour répondre à ces cas d'usage. Et donc ce besoin d'usine à score, il n'y avait pas de solution de MLOps sur le marché. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Le MLOps, Florence. Écoutez, il faut me traduire le MLOps. En fait, le MLOps, c'est le machine learning opérationnel. Donc en fait, on va standardiser des méthodes qui vont permettre d'automatiser, de fiabiliser, d'accélérer la mise en production des projets de machine learning qui sont souvent un peu douloureux à mettre en place parce que voilà, il faut une quantité de données assez conséquente et il faut standardiser toutes les données pour qu'en fait l'algorithme soit entraîné de manière à ce qu'il soit fiable et compréhensible des personnes qui vont visualiser ces résultats. Et donc voilà, aujourd'hui, jusqu'à présent, on était sur des problématiques de DataOps, donc c'est-à-dire qu'on allait standardiser les processus de projet de data. Donc c'est en fait un peu moins, c'est un peu plus simplifié que le machine learning. Et là, maintenant, les demandes en IA et justement en développement de machine learning et de deep learning sont tellement importants que voilà, on est obligé de passer à l'échelle et d'industrialiser. D'accord. Et alors, du coup, les interlocuteurs de tous les data scientists, etc., côté start-up, côté grand groupe, c'était nos meilleurs experts, ils parlent la même langue. Voilà, nos data scientists. Et en fait, ensemble, dans ce projet, on a co-construit les spécifications fonctionnelles du MLOps de Sagi, qui va devenir en fait un produit supplémentaire de Sagi en complément du DataOps. Donc on a spécifié ça ensemble. On a déterminé aussi ce qui relevait de la roadmap et ce qui relevait des besoins spécifiques d'AG2R La Mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que ni nous, ni vous n'avons l'habitude de cette démarche. C'est une première, cette démarche de co-développement. Et ça s'est très bien passé entre nos équipes. On a mis ensemble des experts qui ont eu, je pense, plaisir à collaborer, en tout cas de notre côté, justement à spécifier et puis après à lancer aussi des développements qui commencent sur cette fonction de MLOps. En plus, on a l'impression d'être un peu pionnier là-dedans, puisque ça n'existe pas sur le marché. On est en train de créer une référence du marché. Nous, ce qu'on apporte en tant que corporate, c'est le besoin du terrain. Bien sûr. On a un besoin. Et ce qui fait que ça marche bien, du coup, vous diriez l'un et l'autre que ça tient à quoi? Parce que tu disais tout à l'heure que les personnes techniques ont été impliquées très en amont, donc elles n'ont pas ce syndrome du not invented here. Il y a aussi le fait que peut-être humainement, les choses se sont bien passées, qu'il y a le sentiment d'inventer quelque chose ensemble. À quoi ça tient finalement que ça se passe bien entre les équipes techniques de part et d'autre?
je pense que tu en as dit beaucoup. Peut-être rajouter aussi le soutien du management, qui est aussi très présent, et qui encourage les équipes collègues de la direction informatique, donc au niveau de l'équipe de management et également de la direction data, ont été très présents et très supporters de ce projet. Et je pense que à tout ce que tu as dit, on peut ajouter aussi un soutien managérial important pour en plus imaginer quelque chose qui sort du cadre. Et donc chacun, je pense qu'il y avait à la fois une difficulté et une envie de faire quelque chose qui change un peu de l'ordinaire. Et donc c'est aussi, en tout cas, nos équipes, j'ai senti qu'il y avait cette envie-là aussi. Donc les gens sont assez excités finalement de travailler sur ce projet. Ils ont l'impression qu'ils explorent quelque chose de nouveau. Ils écrivent un petit bout de l'histoire, en tout cas. Ça donne du sens. C'est exactement la même chose qu'on retrouve au sein de nos équipes data justement chez Sagi, qui intègre cette nouvelle, donc ce nouvel outil qui s'appelle MLflow, qui va permettre justement de passer à l'échelle en termes de machine learning. Et donc ça, c'est un gros challenge pour nos équipes data qui sont elles habituées à mettre les mains dans le cambouis et chercher un peu la petite bête là où ça marche pas. Donc en fait, c'est vraiment pour eux un challenge supplémentaire, et ça va aussi nous poser Sagi comme vraiment l'expert français en la matière sur tous les sujets de machine learning. Et donc c'est vrai que pour nous, ça va être aussi un gage de réussite une fois ce projet terminé. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pour nous un gros challenge, mais aussi super intéressant parce que ça nous permet d'avancer plus vite que si on avait été tout seul. Bien sûr. Parce que là, on est confronté directement aussi aux besoins des clients. En termes de cas d'usage, mais aussi en termes d'utilisateurs. Comment améliorer le produit en continu, parce qu'on est en contact quotidien avec des utilisateurs qui utilisent l'outil de manière quotidienne. C'est drôle, Florence, parce que quand tu parles d'AG2R La Mondiale, pour moi, j'entends que tu parles d'un client. C'est vraiment, dans ma perception, pour toi, c'est un client. Est-ce que de ton côté, Sagi, c'est un prestataire ou c'est autre chose? C'est un prestataire. Peut-être que j'ai tort d'ailleurs, peut-être que c'est plus qu'un client, mais c'est juste la façon dont tu en parles. C'est pas que, je dirais que c'est ça et c'est plus. C'est ça parce que, et d'ailleurs, c'est, je pense, la bonne relation de manière générale entre une start-up et un grand groupe, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on paye des prestations, c'est qu'il y a une relation client-fournisseur qui s'installe. Ça veut dire une certaine forme de maturité de part et d'autre pour être capable d'assumer cette relation. Pour nous, avec des acteurs peut-être un peu plus petits que ceux avec lesquels on a l'habitude de le faire, pour une start-up, de se frotter à un grand groupe, c'est être capable de tenir des délais, d'avoir des réponses, de gérer des demandes complexes, etc. Donc, une fois qu'on a établi ça, on est dans une relation client-fournisseur, oui, mais pas que, puisque on a aussi investi. C'est ça, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous n'êtes pas que client-fournisseur. Vous avez été plus loin parce que précisément la relation a été fertile. On a été plus loin, donc on a décidé d'investir dans Sagi. On l'a même fait en 2 temps, fin 2019 et 2020, dans le cadre de la levée de fonds de série B qui a été close au milieu de l'année dernière. Et cette décision d'investissement, elle s'est faite sur justement un chemin commun qu'on a nous identifié. Bien sûr. Et quel était le ressort en fait? L'idée, c'est de te dire, si on est, en plus d'être partenaire, on est aussi actionnaire, ça va nous permettre d'aller plus loin, plus vite. C'était quoi la motivation? Après, on a une thèse d'investissement chez LM Innovation qui dit on investit c'est un fonds d'innovation et de R&D. Et donc, on investit dans des sociétés technologiques qui peuvent accompagner notre transformation digitale. Sagi s'inscrit totalement là-dedans, on l'a démontré. Ensuite, ça ne suffit pas, il faut qu'il y ait une envie mutuelle. Nous, de rentrer au capital, il s'agit d'avoir AG2R La Mondiale au capital. Donc, il faut qu'on explique pourquoi on a envie d'y aller. Et un des éléments déterminants, c'est ce qui a amené à ce co-développement, c'est finalement notre vision des besoins du marché. Un VC, avec toute sa connaissance de l'accompagnement des entreprises pour les amener dans une trajectoire d'hypercroissance, n'a pas une vision aussi fine, et c'est son cœur de métier que je ne prétends pas faire et que nous ne ferons probablement jamais, mais en revanche, nous avons dans les corporate ventures et dans les corporates la connaissance des besoins du terrain. Maintenant. Bien sûr. Pas dans 2 ans, pas maintenant, les problématiques à résoudre, finalement, nous on les connaît. Et donc, finalement, c'est dans ces modalités-là qu'on est entré. Vous êtes minoritaire?
On est très minoritaire, bien sûr. On a donc commencé à déployer la solution. Puis, à un moment, justement, c'est ce co-développement qu'on fait ensemble. Je pense qu'être investisseur est une condition quasiment sine qua non pour faire ça, parce qu'on va contribuer en fait à enrichir le produit. Et donc être investisseur, finalement on y gagne sur les deux tableaux. Et j'appelle ça le strike parce que on a quelque chose qui nous apporte intrinsèquement de la valeur, et en plus on crée de la valeur dans la start-up qui va aller vendre un nouveau produit et donc générer plus de chiffre d'affaires et donc plus de valorisation pour notre investissement. Donc tout ça est très, c'est un cercle vertueux qu'on ne fait pas systématiquement dans les sociétés du portefeuille. Quand on arrive à le faire, c'est pour moi le strike, l'objectif. En fait, c'est un peu la voie royale, c'est-à-dire qu'on commence par une relation commerciale qui peut se traduire par un investissement, et puis après on fait du co-développement ensemble, donc en fait la relation devient de plus en plus étroite. Exactement. Ça m'intéresse de savoir par rapport à d'autres participations du portefeuille, tu disais, avec lesquelles vous n'êtes pas passé de cette relation, je refais ma question, des entreprises avec lesquelles vous aviez un lien commercial, dans lesquelles vous n'avez pas investi. La question que je me pose, c'est est-ce que pour que la relation se passe bien entre un grand groupe et une start-up, est-ce qu'il faut nécessairement, est-ce que le fait d'investir finalement est un gage de réussite ou c'est pas nécessaire? De réussite de la collaboration entre non. C'est un plus. Et c'est un plus quand les deux parties, encore une fois, en ont envie mutuellement, parce que l'apport réciproque, il est compris et identifié. Parce que souvent, on entend dire c'est dangereux d'avoir un VC qui est un corporate parce que ça peut avoir un impact négatif sur l'exit, ou ça peut biaiser la relation. Il y a, au rayon des idées reçues, c'est quelque chose qu'on entend assez souvent. Oui, c'est vrai. Après, comme je le disais, je pense que le corporate venture est un peu moins mature que le venture en France en tout cas. Après, il y a des très très grands, aux États-Unis, très grands corporate, mais qui sont même quasiment des VC en fait, tellement ils sont. D'ailleurs, ils ont recruté des gens qui viennent des VC. Et d'ailleurs, voilà, donc si je reprends le corporate venture à la française, il y a c'est relativement jeune, un petit peu plus jeune, voilà, une quinzaine d'années de recul, mais et donc il faut démontrer notre valeur. Je le disais tout à l'heure, quelle valeur on va apporter. On n'est pas un VC, donc quelle valeur on va apporter à l'entreprise, comment on va l'aider à créer de la valeur, comment on va l'aider à se développer. Et donc cette démonstration, elle est dans le codev, elle devient évidente, mais elle est globalement dans l'apport des réalités terrain, dans une autre participation. On lui a simplement dit que tu vas peut-être un petit peu trop loin dans tes fonctionnalités. Aujourd'hui, nos besoins, ils sont plutôt là. Donc, concentre-toi d'abord sur ça. Le marché est plutôt là que là. D'accord. Et donc, on aide comme ça, on contribue comme ça à bien positionner l'entreprise par rapport au marché. Après, le point que tu évoquais sur le fait de ne pas accéder au marché parce qu'on a tel corporate, on ne pourra pas aller. Après ça, je dirais que ça peut être variable d'un secteur à un autre. En tout cas, dans le monde de l'assurance et de la banque, c'est pas un problème. C'est pas un problème. On a beaucoup d'acteurs. Il y a une culture du sectoriel qui fait que finalement, c'est pas très grave. J'envisage en ce moment un co-investissement avec un de mes concurrents. D'accord. Je saurai demain si ça passe. C'est bien. En tout cas, du côté de mon concurrent, c'est passé. C'est pratique, de plus en plus courant. Et pourquoi pas sur des sociétés qui sont outillantes et qui vont nous accompagner. Et on a besoin le secteur globalement a besoin de se transformer. Pourquoi pas co-investir dans des futurs champions. Ça, c'est bien. Au contraire. Et après, peut-être un corporate tout seul. Qui serait le seul investisseur d'une start-up, c'est pas un bon signe. Non, mais un corporate plus un VC ou et qui n'est pas lead plusieurs corporates, voilà. Je pense que ça se fait très bien et ça devrait se faire de plus en plus. En tout cas pour pour des boîtes B2B. Moi, je pense que c'est plus un atout qu'un inconvénient. Bien sûr. Et du coup, dans la trajectoire qui est la vôtre, là, je réfléchis juste du point de vue du CVC. Quand tu investis de façon minoritaire comme ça dans une start-up, c'est en vue de quoi? C'est en vue de créer de la valeur pour la revendre ou bien c'est en vue de l'acquérir un jour? C'est en vue d'être dans une position privilégiée pour partager déjà et apprendre. Et ça, notamment avec les équipes de Sagi, on a appris
Oui, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes... C'est créé une porosité qui fait que finalement nos équipes aussi ont... Enfin, je pense qu'on apprend mutuellement. Après, à Florence de confirmer, mais en tout cas, nos équipes apprennent, sont contentes d'apprendre. Et ça peut nous permettre alors aussi d'aller explorer un nouveau, peut-être un futur business, un nouveau marché, quelque chose qui viendrait... une future rupture, un nouveau concurrent, etc. Mais il n'y a pas de vision sur la finalité, ça s'invente au cours on ne s'interdit pas chemin. de le faire, mais c'est absolument pas un impératif. Une obligation. Et même, je dirais, c'est plutôt pas une obligation. Je pense que ça serait pas très bon signe si on devait se retrouver en situation d'acquérir. Puis l'incertitude est telle, on le voit bien avec le contexte en plus d'aujourd'hui, qu'il faut se laisser une place un peu à l'improvisation. Finalement, observer, être en situation d'observateur ou de... Ça, c'est plus... Je situe plus l'intérêt, en tout cas dans ce qu'est G2R La Mondiale aujourd'hui. D'autres font le choix, en effet, de trajectoire d'acquisition et de dire je prends une part minoritaire significative en vue de devenir majoritaire. Bien sûr. Il n'y a pas de, je pense que c'est une question de stratégie et je dirais les deux se valent. La nôtre est plutôt sur le fait de conserver une participation minoritaire aujourd'hui. J'aime bien l'idée de dire on apprend ensemble. Pour moi, on va passer tout à l'heure au bilan, mais je me posais la question des métriques en fait. À l'aune de quoi vous mesurez le succès de cette relation? C'est-à-dire aujourd'hui, donc tu dis il y a un besoin, on implémente, on le met en place. Est-ce que c'est des critères essentiellement financiers qui sont partagés avec une business review ou est-ce que, comme tu dis, on regarde ensemble ce qu'on apprend, d'autres façons de travailler, tu vois? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les métriques et les indicateurs de performance de cette relation? Florence, peut-être, de ton côté. Sur ce point-là, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais effectivement, je pense que déjà, il y avait des besoins côté AG2R La Mondiale. Et donc déjà, nos premiers objectifs, c'est évidemment d'essayer de répondre au mieux à tous ces besoins. Ensuite, il y avait une volonté d'implémenter, de passer en production un certain nombre de cas d'usage. Donc, est-ce que d'ici quelques mois, on aura réussi à atteindre aussi ces ambitions-là? Donc je pense que ça va être les premiers métriques. C'est évidemment après l'objectif de toute façon de mettre en place ces projets de machine learning et de big data. C'est évidemment de réaliser des performances financières in fine. Donc après, ça c'est à l'entreprise de définir ses propres métriques, mais évidemment que le fond de la mission de Sagi, c'est aussi de réaliser des performances au global au sein de chez nos clients en fait. Bien sûr. Et c'est pas l'investisseur qui dira le contraire. Et c'est sage, bravo. Et d'un point de vue plus opérationnel, nous la phase de décision pour le codev a été une phase décisive et qui a été très challengée sur le plan du modèle économique. D'accord. Parce que là, on rentre dans une relation plus durable. Bien sûr. Et donc les économiques ont été analysés de très près. On peut avoir une idée du montant investi ou ça ne se dit pas dans le codev, non? Sur le codev, après on a chiffré, on n'a pas forcément chiffré, on a chiffré le temps homme, mais pas plus que ça qu'on apporte. On a travaillé beaucoup sur le modèle de coût avec Sagi. On parle de ça dépend comment. Enfin, après, c'est la question d'engagement. C'est pas tant le. C'est quelques centaines de milliers d'euros. C'est ça dont on parle. Mais c'est pas tant l'upfront pour nous qui a été le challenge que le coût dans la durée. Parce qu'on a des systèmes technologiques qui sont anthropiques. On rajoute. Et en fait, notre système informatique devient de plus en plus complexe et donc coûte de plus en plus cher à maintenir. Bien sûr. Et donc, quand on va ajouter du nouveau, il faut en mesurer les conséquences à long terme. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'a porté aussi le challenge, c'est de dire mais quelle valeur apporte ce co-développement et quelle valeur va apporter Sagi à G2R La Mondiale, qui me permet de dire je m'engage sur plusieurs années avec cette entreprise qui vient s'ajouter à mon environnement. Alors, on parle de plus de 500 applications chez G2R La Mondiale, donc c'est conséquent. C'est énorme. Mais tiens, je m'interroge souvent sur, parce que l'innovation, ça requiert évidemment, il y a une part d'échec possible. Quand on se lance dans quelque chose de nouveau, potentiellement, ça peut ne pas fonctionner et on en tirera les conséquences. Mais je me demande dans quelle mesure une boîte, surtout si elle est cotée, tu vois, ce qui n'est pas votre cas. Donc c'est peut-être aussi ce qui vous permet de le faire, mais peut se permettre cet échec-là, parce que l'innovation...
exige une part d'échec et quand la partie financière n'est pas au rendez-vous, est-ce qu'on prend le risque finalement? On a une logique d'entonnoir, c'est-à-dire que les phases de challenge du besoin en amont, d'expérimentation, visent à dérisquer. Bien sûr. Et tous les projets n'arrivent pas jusqu'à la fin de l'expérimentation, et encore moins passent dans une logique de production. Là, on est dans une logique de passer en production avec ce projet de co-développement et d'usine Ascor. Parce que vous avez validé toutes les précédentes étapes. Voilà, c'est bien l'assessment qu'on fait progressivement du besoin, de la tech, du partenaire dans les différentes étapes, qui vise je dirais, à garantir un maximum de viabilité à ces innovations. Le suivi, il est fait à quelle fréquence concrètement? Vous faites des points à quelle, pour assurer le suivi opérationnel de... Alors, moi, je sais qu'il y a des points quotidiens entre nos équipes data et les équipes d'AG2R Mondial, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut lancer la machine, en fait, et donc, ça demande côté AG2R, de déterminer des règles de nommage, des critères d'évaluation pour l'usine Ascor. Nous, on va justement déterminer des process pour justement informer les équipes d'AG2R La Mondiale comment on va créer des process pour créer un modèle algorithmique, comment on va le déployer, comment on va le monitorer. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on fait, c'est un travail quotidien. D'accord. Et ensuite, il y a nous, on doit travailler quotidiennement sur l'intégration de ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, il y a des points réguliers pour informer notre partenaire. Il y a eu un moment dans la relation, que ce soit quand vous étiez juste partenaire ou maintenant dans le codev, qu'il y a eu des moments où il a fallu vraiment s'arrêter, pivoter parce que ça n'allait pas du tout. Vous avez identifié qu'il y avait, un drapeau rouge, non? Non. Après, il y a eu des challenges, mais pas dans le sens pivot. On a quand même été dans une trajectoire, dans une idée de trajectoire jusqu'à maintenant qui s'est construite petit à petit. Peut-être que quand on a démarré, j'affirme, quand on a démarré, on n'avait pas forcément l'idée de là où on serait aujourd'hui. D'accord. Mais en revanche, il n'y a pas eu de... Et ça arrive parfois, tu as raison, tu viens d'en parler, mais en tout cas, avec Sagi, on est plutôt dans une logique de continuité et finalement de croissance, quoi. C'est bien. J'aimerais bien qu'on passe un peu un bilan de si vous regardez maintenant, le syndrome de l'alpiniste, on se retourne et on regarde le chemin parcouru. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette relation, ou qu'est-ce qui a été le plus, les nœuds à certains moments? Florence, je sais que tu es arrivée plus récemment, mais tu dirais quoi je pense que d'un point de vue de la start-up, déjà, cet exercice du co-développement, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc nous, il a fallu apprendre un peu sur comment, en fait, on se situe par rapport à AG2R La Mondiale, où est-ce qu'on arrête la proposition, etc. Il fallait aussi déterminer la faisabilité du projet. Donc c'est un risque à prendre, mais il faut quand même qu'on délivre à la fin. Donc je pense que ça, c'était une difficulté de bien cerner, en fait, notre proposition de valeur. Et ensuite, je pense que ça, c'est vraiment dans la manière dont ça a été fait au quotidien, comment on est arrivé dans la négociation, entre guillemets, ou en tout cas dans la création de cette feuille de route. C'était d'avoir intégré des top managers au fil de l'eau. Et donc, c'est des nouvelles négociations, on va dire, enfin en tout cas des nouvelles discussions qui intègrent à nouveau le projet. Et donc, c'est vrai que c'est ça qui vient en fait ralentir un petit peu la prise de décision finale. Et donc, je pense que ce que nous, on ferait par la suite, ce serait tout de suite d'aller intégrer les top managers, que ce soit la direction financière, direction marketing, direction RH, qui ont des besoins aussi en analyse de données, mais qui ne le savent pas forcément, ou en tout cas, qui ne savent pas comment... gérer toutes les données qu'ils ont à leur disposition et en fait les mettre autour de la table avec des experts. Faire un peu plus de pédagogie. Exactement. En fait, d'implication, comme tu disais tout à l'heure, le fait d'impliquer le plus en amont possible les décisionnaires métiers pour que ça accélère les choses. En fait, la grosse difficulté, et je pense que c'est pas trop notre problématique à nous, mais c'est plus des problématiques plutôt auxquelles je pense Laurent est confronté au quotidien, c'est vraiment d'instaurer une culture de la data au sein des entreprises pour qu'en fait les gens comprennent
la valeur de ces projets qui sont mis en place quotidiennement, et aussi d'intégrer ces métiers qui ont des besoins et d'acculturer en fait tous ces profils différents à ces sujets de la data. Et du côté SAGI, du coup, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de difficultés majeures, il n'y a pas eu de blocage, des choses que si tu parlais à une autre start-up qui devait travailler avec un grand groupe, tu dirais faites attention à ça. Donc en plus du fait d'intégrer les je pense que ça a été une vraie difficulté dans le sens où voilà, on a au début une feuille de route voilà, il y a des besoins qui sont établis, et puis en fait on se rend compte que c'est plus ça à la fin, et donc il faut se proposer des nouvelles choses. Après, c'est pas une difficulté, c'est un challenge, je dirais. C'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus intéressant pour la start-up et pour le client aussi. Après, je n'ai pas spécialement de difficultés ou de problèmes, en tout cas, qui a eu. Qui ont surgi. Si ce n'est effectivement cette différence de temporalité qui est. Mais qui est inhérente finalement à la taille et à l'héritage d'une grosse boîte. Ouais, ça fait 10 ans que je cherche, mais je n'ai pas trouvé la solution à ce problème-là. Non, peut-être pour compléter, et je pense que je partage les points que Florence évoquait, j'ajouterais que c'est plus des moments de vérité qu'on a eu dans le projet. À la fin de l'expérimentation, on a eu un premier moment de vérité qui a été de se dire OK, quel bilan on en tire et qu'est-ce qu'on a envie de faire après. Et là, nos équipes data et nos équipes opérationnelles ont commencé à imaginer ce projet d'usine à score. Et après, il y a eu la question de se dire avec qui on le fait. Et on a rechallengé SAGI à ce moment-là. Alors, c'est d'où l'intérêt d'avoir un contrat. C'est-à-dire qu'on a signé un contrat d'expérimentation avec vous. Avec un périmètre bien clair. Voilà, on a pu se dire, OK, c'est terminé, maintenant merci, on a fait ça ensemble. On va travailler avec quelqu'un d'autre parce qu'on pense que notre choix industriel se porte sur un autre acteur. Donc, on a rechallengé SAGI à ce moment-là. On a dit, OK, SAGI est le bon partenaire pour construire l'usine à score. Et en plus, on va faire un co-développement. Et d'ailleurs, cette proposition de co-développement, elle est née aussi de cette envie mutuelle de travailler ensemble et de trouver cette solution ensemble. Et puis après, il y a eu un autre moment de vérité qui s'est un peu quand même étiré dans le temps, qui a été la décision finale validée par l'ensemble des parties prenantes d'AG2R La Mondiale, de divers comités et divers dirigeants. On a nos dirigeants qui se sont engagés sur ce projet. Et oui, ça prend du temps. Et c'est justement là, on touche le nœud de la temporalité où j'avais l'impression, je discutais avec Jérôme, le fondateur, le CEO de SAGI, il me disait mais Laurent, là tous les jours vous me dites que c'est pour demain ou pour la semaine prochaine. Je dis ouais. Oui, mais on y travaille. Oui, mais Jérôme, il est impatient. Puis moi, en tant qu'investisseur, je suis aussi impatient. Jérôme rentre du chiffre d'affaires tous les mois. Et donc, je comprends son impatience. Et simplement, je lui dis, je le rassure, t'inquiète. Enfin, j'ai essayé de le rassurer, t'inquiète pas, on avance, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Ça prend du temps parce que on est dans le nouveau, on est dans l'innovation. Il faut créer le momentum quand on décide d'y aller et d'industrialiser, de s'engager sur plusieurs années. Il faut créer le momentum. Et ça. Quand vous serez 11 000 collaborateurs chez SAGI, ce que je vous souhaite, ça veut dire qu'on a fait un bel investissement, vous aurez les mêmes problématiques de remonter petit à petit sur des sujets importants. Il y a des sujets où on a délégation, il y a des sujets où on n'a pas délégation, il faut remonter jusqu'au bon niveau pour dire OK, on y va. Et c'est vrai que ce processus-là, j'en conviens, nous a pris du temps et a été un autre moment de vérité du projet. Après, on l'a perçu de manière différente parce que SAGI avait son chiffre d'affaires mensuel à rentrer. Et nous, on avait un projet à faire valider dans lequel on croit, mais dont on pense qu'il va nous amener sur plusieurs années. Quand on est pionnier sur un sujet, il faut la contrepartie, c'est qu'il faut apprendre la patience. C'est ce qu'on apprend en marchant. Est-ce que tu penses, Laurent, que la collaboration que vous avez avec SAGI, c'est quelque chose qui est de nature à changer la culture d'AG2R La Mondiale? Tu vois, souvent, on a ce rêve, tu vois, que par capillarité, ça vienne transformer. C'est vrai ou c'est plus long qu'on imagine? Et de quelle manière? Je l'ai évoqué, je pense que ça se fera sans qu'on s'en rende compte, en fait. Et on verra, on constatera à la fin, et peut-être même qu'on ne constatera pas, mais que ce sera fait. Et oui, c'est
les moments transformants, c'est ces moments d'échange où on a co-construit, où on a fait l'expérimentation et donc on a travaillé ensemble, on a co-construit et les équipes apprennent mutuellement. Je pense que voilà, Sagi continue aussi d'apprendre de ses clients. Vous en avez beaucoup d'ailleurs, pardon, des clients comme AG2R La Mondiale chez Sagi? Alors nous, on a 30 clients en production. Donc on a aussi du secteur public, donc des ministères. Voilà, on travaille avec différentes typologies d'acteurs. D'accord. Et c'est vrai que AG2R, c'est AG2R La Mondiale, pardon. C'est un énorme groupe, mais on a aussi dans d'autres secteurs des groupes similaires, en tout cas de même envergure. Et donc on a l'habitude effectivement de ces temporalités, on le dit, mais c'est vrai que sur des projets de co-innovation où il y a des grosses attentes aussi en matière d'apprentissage justement de nos équipes, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, on a envie d'aller vite et donc c'est pour ça que c'est une différence entre grands comptes et start-up. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'unique dans le lien qui vous relie à AG2R La Mondiale par rapport à vos autres clients? C'est vrai que pour l'instant c'est le seul avec qui en tout cas il y a cette proximité de vouloir co-créer et donc nous on est complètement en immersion dans l'organisation d'AG2R La Mondiale. On est complètement plongé dans les problématiques quotidiennes et je pense que ça c'est une réelle différence parce qu'on a d'autres clients qui sont autonomes parce que voilà ils ont déjà une équipe très établie mais qu'ils n'ont pas besoin de chercher plus de cas d'usage, ils n'ont pas besoin d'aller innover et donc ils sont tout à fait autonomes et voilà, ils utilisent notre plateforme et il n'y a pas de problème. AG2R, c'est La Mondiale, c'est différent parce que justement il y a cette volonté d'innover, donc on prend un risque mutuel et donc on est obligé d'être plus proche forcément et d'aller se plonger dans les besoins quotidiens et les tâches quotidiennes. J'aimerais qu'on finisse avec quelques conseils. C'est bien. Enfin, je ne sais pas si on peut conseiller les autres, mais que votre expérience, qui est donc un succès, je trouve, d'un point de vue financier, d'un point de vue technologique, d'un point de vue humain, est-ce qu'il y a des choses, Florence, que tu conseillerais à une start-up qui a envie d'avoir une belle relation comme celle que Sagi a avec AG2R La Mondiale? Il y a une chose que tu conseillerais à cette start-up? Alors c'est vrai que c'est une chance d'avoir un partenaire donc qui soit client, investisseur, co-développeur. Donc c'est vraiment le jackpot comme le disait Laurent. Le strike. C'est un soutien énorme et un gage de confiance énorme pour une start-up. Donc effectivement, si une start-up peut trouver ce type de partenaire, c'est... Et pour y arriver, c'est quoi du coup qui permet... Je pense qu'il faut aller un peu sur le terrain, j'allais dire mouiller un peu la chemise, mais c'est important. Se lancer et puis évidemment ne pas avoir peur. De développer des nouvelles choses en mode agile, de prendre le risque. Bon, après, beaucoup de startups, c'est un peu ça. Mais c'est leur nature même, au fond. Exactement, mais là, c'est vrai qu'il y avait ce côté, faut qu'on développe plus vite que ce qu'on avait prévu. Et donc ils vous ont stimulé, en fait. Oui, complètement. On a un petit peu poussé Sagi dans... On les a challengés, on les a poussés dans leur, dans leur retranchement, mais en tout cas sur des nouveaux chemins. Toi, tu dirais quoi, Laurent, s'il y avait quelque chose, toi qui connais bien les startups, à la fois en tant que partenaire, investisseur, il y a des choses qui te rendent fou, il y a des choses que tu trouves formidables. Qu'est-ce que tu apprécies et qui fait que tu peux avoir un autre partenariat de ce type demain avec une autre boîte? Pour moi, le point de départ de tout ça, c'est qu'on a eu besoin de Sagi à un moment parce qu'on n'arrivait pas, je le disais tout à l'heure, on n'arrivait pas à transporter ce cas d'usage qu'on avait fait dans le lab. On n'arrivait pas à le transporter en production. Et donc, sans besoin, sans problème, sans un truc qui fait qu'il faut résoudre quelque chose, ça me semble difficile de démarrer une relation saine. Et ensuite, après, tout est affaire on l'a dit, de ce fameux tempo qu'il faut donner. Et parfois, on maîtrise. Enfin, la start-up ne peut pas maîtriser le tempo de son client. Et il faut qu'elle arrive, et c'est compliqué parce que c'est des enjeux, on le disait, de trésorerie aussi. Mais il faut qu'elle arrive à dire ok, je mets le bon push.
sur mon client. Et c'est pas, j'ai un conseil général. Le bon timing et le bon niveau de push pour pas aller trop vite, parce que peut-être ça peut pousser le sujet dehors et aller au bout, aller au bout de sa démarche. Le besoin, le tempo. C'est bien ça. Moi, j'essaie de faire un petit résumé de ce que j'ai retenu de notre échange qui fait que votre relation est belle, inspirante et qu'elle dure. L'idée que déjà le grand groupe paye, ça me plaît. Il faut payer, il ne faut pas faire d'époque au rabais. Refuser. Et que la start-up soit ferme peut-être pour dire non, c'est notre tarif, parce que c'est très difficile une fois qu'on a instauré un tarif de remonter quand on a sous-pricé. Le fait d'avoir un gabarit de contrat spécifique dédié aux startups et que bientôt une modalité de paiement qui va avec, ça peut être aussi un gage de relation plus détendu. J'ai retenu aussi le fait, côté grand groupe, d'impliquer très en amont les équipes métiers pour valider le partenaire, pour de plus en amont possible être des alliés au fond. Et pas éviter le syndrome du not invented here, parce que ça, il n'y a rien de pire. Je sens un respect aussi mutuel dans l'expertise de l'autre, dans sa connaissance métier, dans sa connaissance des outils, et qui fait que finalement, chacun apprend de l'autre. Et puis, j'aime bien ces moments de vérité que vous mettez ensemble. C'est comme dans une relation humaine, au fond, c'est que tu valides au fur et à mesure que la confiance est là et qu'on a envie d'aller dans la même direction et qu'on a des projets ensemble. Merci beaucoup. J'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ça passionnant. Merci Catherine. Merci. À bientôt, puis bonne suite. Merci.